Chunk 1. La recherche de la colonie perdue de Roanoke ne révèle que des indices alléchants et des impasses. John White est retourné à Roanoke en 1190, s'attendant à retrouver sa fille et sa petite-fille. Au lieu de cela, il a trouvé un seul mot gravé sur un poteau. Pendant des siècles, cet indice a été ignoré, mais les tests ADN modernes et les récentes fouilles ont révélé ce que ce mot signifiait réellement. Les colons n'ont pas fui en panique. Ils ont quitté leur vie anglaise délibérément. Des preuves archéologiques montrent maintenant qu'ils ont rejoint des tribus amérindiennes, se sont mariés entre eux et ont fondé de nouvelles familles. La colonie perdue n'a jamais été perdue. Elle est juste devenue quelque chose que l'Angleterre ne pouvait pas accepter. Tout a commencé en avril 1144 lorsque la reine Élisabeth a donné à Sir Walter Raleigh la permission d'explorer et de coloniser de nouvelles terres à travers l'Atlantique. Il envoya 2 capitaines, Philip Amadeus et Arthur Barlow, à travers l'océan. À leur retour, cet automne-là, ils ont décrit un bel endroit appelé Roanoke Island. Ils l'ont appelé Paradis. Ils ont dit qu'il était plein de gens amicaux et de terres riches. Certains l'ont même comparé au jardin d'Éden. La reine était ravie. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que quelque chose de sombre avait déjà commencé. En 1135, une autre expédition est retournée sur cette terre sous la direction de Sir Richard Grenville. Dans un village indigène, une coupe en argent a disparu. Personne ne pouvait prouver qui l'avait prise. Pourtant, Grenville n'a pas attendu. Il ordonna à ses hommes de brûler tout le village et de détruire les récoltes. Ils ont tout brûlé pour une seule coupe. Cet acte de vengeance a empoisonné la confiance entre les Anglais et les tribus indigènes, avant même que la colonie n'ait commencé. La même année, Raleigh envoya un groupe d'environ 508 hommes pour s'installer sur l'île. Leur chef était Ralph Lane. Ils ont construit un petit fort et ont essayé de survivre, mais les choses ont rapidement mal tourné. Un naufrage a ruiné la plupart de leurs provisions. Ils ont dû compter sur les tribus locales pour se nourrir. John Junk 2. Au début, les choses semblaient prometteuses. 2 indigènes nommés Monteo et Wanchez avaient même au sommet voyagé en Angleterre auparavant et aidaient à la communication. Mais au printemps 1186, les colons mouraient de faim. Ils ont commencé à piller les villages voisins juste pour obtenir du maïs. Cela a détruit toute confiance qui restait. Le chef Winginina, qui les avait autrefois accueillis, a commencé à résister. Son peuple mourait de maladies étranges et les Anglais n'arrêtaient pas de demander plus de nourriture. Lane savait que Winginina était en colère et craignait une attaque, alors il a élaboré un plan. En juin 1186, Lane invita Winginina à une réunion pacifique. Mais c'était un piège. Lorsque le chef est arrivé, les soldats anglais ont ouvert le feu. Winginina a été abattu puis décapité. Sa tête a été placée sur un pieu en bois à l'extérieur du fort en guise d'avertissement. La trahison en a horrifié beaucoup. Des attaques ont suivi. Certains ont affirmé que les flèches indigènes étaient trempées dans du poison ou du sang pourri pour provoquer des blessures mortelles. Vrai ou non, la peur a grandi. Un mois plus tard, en juillet 1186, les colons ont abandonné. Lorsque Sir Francis Drake est passé avec ses navires, ils ont quitté l'île. Raleigh avait tout dépensé pour courir après la gloire dans le Nouveau Monde. Certains disent qu'il y a versé près de 40 000 $, ce qui vaudrait des millions aujourd'hui. Mais au lieu d'or ou de richesse, tout ce qu'il a obtenu, c'est un désastre. Pourtant, il n'était pas prêt à abandonner. L'année suivante, en 1587, il a réessayé. Cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas que des soldats. Il y avait 115 colons, dont des femmes et des enfants. C'était censé être une vraie communauté. Le chef, John White, a amené sa fille, Ella Lanner, et son mari, Ananas Dare. Leur petite fille, Virginia, est née la même année. Chunk 3. Elle a été la première enfant anglaise à naître en Amérique. Mais peu de temps après leur arrivée, White a dû partir.
L'Angleterre se préparait à la guerre contre l'Espagne. L'armada espagnole arrivait. Chaque navire était nécessaire pour la défense. White a imploré de l'aide, mais son retour a été retardé encore et encore. Ce n'est qu'en août 1186, 3 ans plus tard, qu'il est finalement revenu. Il a débarqué sur Roanoke le 18 août, le 3e anniversaire de sa petite-fille, Virginia Dare. L'île était silencieuse. Pas de gens, pas de corps, pas de bâtiments. Toutes les maisons avaient disparu, soigneusement démontées et enlevées. Toute la colonie a tout simplement disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte, pas de sang, pas d'os, juste un mot gravé sur un poteau en bois. Croatoan. Et à proximité sur un arbre, 3 lettres, CRO. Il n'y avait pas de croix ou de signe de détresse gravé à côté. Cela avait été le symbole convenu pour le danger. Son absence signifiait qu'ils étaient partis volontairement. White croyait que les colons étaient allés sur l'île de Croatan au sud de Roanoke. C'est là que vivait la tribu Croatan et c'était aussi la maison de Monteo, l'allié indigène qui était resté fidèle aux Anglais. Il avait même été baptisé et nommé seigneur de Roanoke par les Anglais. White était sûr que les colons étaient allés trouver la sécurité auprès du peuple de Matteo, mais des tempêtes ont bloqué son chemin. Il n'a jamais pu atteindre l'île de Croatoan pour confirmer la théorie. Et juste comme ça, les colons ont disparu. Personne ne les a jamais revus. Ce n'est pas seulement un fort qui a disparu. Des familles avaient disparu. Parmi les 115, il y avait 17 femmes et 9 enfants. Ce n'étaient pas des soldats, c'était des gens qui essayaient de construire des foyers. Chunk, 4. Leur disparition a transformé Roanoke en plus qu'une simple colonie ratée. C'est devenu une histoire de fantômes. Le destin de Virginia Dare. La petite fille, née dans l'espoir, est devenue un symbole du mystère. Était-il mort de faim? Avait-il été attaqué? Ou avait-il simplement rejoint les tribus indigènes, se mariant dans leur communauté et abandonnant le monde anglais? Cette dernière possibilité avait plus de sens que les mythes qui allaient venir plus tard. Mais cela n'a jamais été confirmé, et ainsi, le mystère n'a fait que s'épaissir. La première colonie avait déjà montré à quel point les choses pouvaient mal tourner. En juin 1586, lorsque Lane assassina Winina pendant la fausse réunion de paix, tout a changé. Le peuple du chef a riposté. Certains récits anglais décrivaient même des flèches empoisonnées et des blessures infectées, rendant la guerre encore plus terrifiante. Lorsque le groupe de Lane s'est finalement échappé avec les navires de Drake, ils ont eu de la chance de survivre. Pourtant, même pendant ces moments terribles, des liens étranges se sont formés. Matteo était devenu profondément loyal envers les Anglais. Le 13 août 1587, il a été baptisé et a reçu un titre par les colons. Mais sa loyauté avait un prix. Il avait autrefois aidé les Anglais à piller un village appelé Aquascoch, les guidant après l'incident de la coupe volée. Pour les Anglais, c'était un héros. Pour les autres tribus, c'était un traître. Guan Cheese, l'autre indigène qui avait voyagé en Angleterre, a pris un chemin différent. Il est devenu méfiant envers les Anglais et s'est ensuite distancié. Certains pensent qu'il a même aidé à organiser la résistance. Les 2 hommes, autrefois compagnons, avaient fait des choix opposés. L'un a choisi l'alliance, l'autre a choisi la défiance. Pendant ce temps, la nourriture est devenue la plus grande crainte des colons. Les hommes de Lane avaient épuisé toutes leurs provisions. Certains récits disent qu'ils ont même mangé leurs propres chiens et chevaux, désespérés de rester en vie. Chunk 5. Lane a divisé son groupe en petites équipes de recherche juste pour trouver quelque chose de comestible. Un homme a écrit qu'ils étaient laissés dans une grande détresse de victuailles. La peur de la famine ne les a jamais quittés et elle a également hanté la colonie de 1587. Avant de partir, White leur a donné un plan. S'ils devaient un jour déménager, ils devaient graver leur nouvel emplacement dans un arbre ou un poteau. S'ils étaient en danger, ils devaient ajouter une croix. Ainsi, lorsque White est revenu et a trouvé Croatoan sans croix,
Il a cru qu'ils avaient déménagé par choix, pas par force. Les colons avaient essayé de commercer avec les indigènes pour obtenir de la nourriture, offrant du cuivre et des outils en métal. Les tribus indigènes accordaient une valeur spirituelle au cuivre. Les archéologues ont ensuite trouvé des morceaux de cuivre anglais enfouis dans des sites indigènes à travers Hatteras et le continent. Certains étaient emportés comme ornements, d'autres ont été martelés en pointe de flèche. Une boucle d'oreille en cuivre du XVIe siècle, fabriquée à partir de fils étirés, a même été trouvée dans un village indigène. Elle provenait clairement des mains anglaises. Les habitants n'avaient pas les outils pour étirer le cuivre de cette façon. Ces biens commerciaux étaient destinés à établir des relations amicales, mais ils ont peut-être aussi armé les personnes mêmes qui pourraient combattre les Anglais. En août 1587, John White se tenait sur le rivage de l'île de Roanoke pour la dernière fois. Il ne voulait pas partir. Sa fille était là. Sa petite-fille nouveau-née était là, mais la colonie manquait de provisions. Et en tant que gouverneur, il n'avait pas le choix. Il est retourné en Angleterre, pensant qu'il reviendrait dans quelques mois avec tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. Il n'avait aucune idée qu'il faudrait 3 longues années avant qu'il ne revoie cette île. L'Angleterre n'était pas prête pour son retour. La guerre avait éclaté. L'armada espagnole a attaqué en 1188 et chaque navire anglais était nécessaire. Personne ne renverrait White à Roanoke, peu importe à quel point il suppliait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Au moment où il a finalement obtenu la permission d'y aller en 1190, il avait rejoint une mission de corsaires, espérant s'échapper et retrouver son peuple. Mais quand il a atteint Roanoke, quelque chose n'allait pas dès leur arrivée. Chunk 6. C'était une nuit orageuse. L'île était silencieuse. Aucune voix ne s'est fait entendre. Aucune lumière ne clignotait des cabines, juste le vent et les vagues et l'obscurité. Pendant 2 jours, ils ont fouillé l'île. Ils ont vu de la fumée au loin. Ils ont trouvé des empreintes de pas fraîches dans le sable. C'était suffisant pour faire battre leur cœur. Quelqu'un avait été à proximité, mais ils n'ont jamais trouvé une seule personne. Le village avait disparu, pas brûlé, pas détruit, démonté soigneusement, comme si quelqu'un avait déménagé et emporté ses maisons avec lui. Puis vint le message. Gravé sur un poteau, en bois, il y avait un mot, « Croatan ». White l'a reconnu instantanément. C'était le nom d'une île voisine, maintenant appelée Hatteras. Il croyait que ses colons avaient déménagé là-bas. Il voulait y naviguer tout de suite, mais le destin avait d'autres plans. Un énorme ouragan a frappé les Outer Banks avant qu'ils ne puissent atteindre Croatan. Il a presque coulé leur navire. Un capitaine a exigé qu'ils fassent demi-tour. Des ancres ont été perdues. Des mâts ont été brisés. White était anéanti. Il a cédé. Il retournerait en Angleterre pour l'hiver et réessayerait au printemps, mais le printemps n'est jamais venu. White n'est jamais retourné à Roanoke. Il est retourné en Angleterre, mais son cœur est resté derrière. Son journal disait que la tempête avait frappé juste au moment où il sentait qu'il était sur le point de sauver sa famille. Cela l'a hanté jusqu'à sa mort. Ce qui a rendu la situation encore pire, c'est de savoir qu'ils étaient probablement à seulement 80 km. Cette courte distance aurait tout aussi bien pu être un monde à part. Il était si proche, mais a quand même échoué. Il y avait un autre indice étrange. Mis à part le mot Croatoan gravé sur un poteau, il y avait une deuxième gravure. Celle-ci disait juste Cro sur un arbre voisin. Peut-être ont-ils été interrompus pendant qu'ils l'écrivaient. Peut-être ont-ils commencé à graver à 2 endroits pour être absolument sûrs que White le verrait. Personne ne le sait, mais il manquait quelque chose d'encore plus important. Avant de partir, White avait conclu un accord avec les colons. S'ils étaient forcés de partir à cause de la violence ou du danger, ils graveraient un symbole spécial, une croix, un signe clair de détresse. Mais il n'y avait pas de croix. Cela signifiait qu'ils n'avaient pas été attaqués. Ils étaient partis volontairement, calmement. Ils avaient un plan.
ce plan est peut-être allé bien au-delà de Croatan. En 2025, des chercheurs ont examiné de plus près une carte que John White avait dessinée en 1585. Elle s'appelait la carte la Virginia Parse. Elle avait l'air normale jusqu'à ce qu'ils utilisent l'imagerie spéciale et trouvent quelque chose caché sous un patch. C'était un symbole en forme d'étoile en rouge et bleu. L'endroit se trouvait à 4 km à l'intérieur des terres, près de la rivière Chowan. Les archéologues l'appellent maintenant le site X. Il ressemblait à un deuxième emplacement de secours au cas où Roanoke échouerait. Et White a même mentionné dans son rapport que les colons prévoyaient d'aller à 80 km à l'intérieur des terres. Si tout cela était vrai, les colons ont peut-être survécu. Ils ont peut-être d'abord déménagé sur l'île de Croatan, puis sont allés à l'intérieur des terres. Ils ont peut-être pris contact avec des tribus amies. Ils se sont peut-être adaptés, ont vécu, mais personne n'a jamais suivi ces indices à l'époque. En 1605, des espions espagnols ont entendu des rumeurs. K.I.8. Ils ont écrit à ce sujet. Certains ont dit qu'il y avait des Anglais vivant avec des tribus indigènes. Un rapport mentionnait des hommes en vêtements européens, loin des terres de Powhatan. Il y avait même un conte de 4 hommes, 2 garçons et une femme qui avaient échappé à une attaque. Mais à ce moment-là, personne au pouvoir ne voulait courir après les fantômes. Le roi Jacques Ier avait pris le trône en 1603. Il ne se souciait pas de Roanoke. Il était concentré sur Jamestown, qui a été fondé en 1607. Et Raleigh, l'homme qui avait tout commencé, était tombé en disgrâce. Il était emprisonné. Plus personne ne l'écoutait. Les rapports ont donc été ignorés. Le mystère s'est estompé à l'arrière-plan. Les colons perdus ont été laissés pour compte. Pas seulement sur l'île, mais dans l'esprit des Anglais. White avait dit encore et encore qu'il n'y avait aucun signe de violence, aucun symbole de détresse. Cela comptait. Mais dans les années suivantes, les écrivains ont raconté des histoires sanglantes. Quoi qu'il en soit, en 1612, un homme nommé William Strachey a affirmé que le chef Powhatan avait avoué avoir tué les colons. Powhatan aurait dit qu'il avait leurs biens comme preuve. Ce conte a été répété pendant des années, mais il ne s'agissait probablement même pas de Roanoke. Les historiens pensent qu'il faisait référence aux colons qui avaient déménagé vers la baie de Chesapeake et non à ceux laissés derrière sur l'île de Roanoke. Pendant des siècles, personne n'a eu de réponse claire sur ce qui était vraiment arrivé aux habitants de Roanoke. Mais tout a commencé à changer, tout récemment. C'est au cours des 20 dernières années que les archéologues ont finalement commencé à découvrir de véritables indices physiques sur l'endroit où les colons disparus auraient pu aller. Le tournant est survenu entre 2007 et 2012 lorsque des chercheurs de la First Colony Foundation ont trouvé quelque chose d'étrange dans le comté de Birdie, à environ 80 km à l'intérieur des terres de l'île de Roanoke. L'emplacement se trouvait tranquillement le long de Salmon Creek, juste à l'extrémité ouest du Albemarle Sound. Ils l'ont appelé le site X. Sur une vieille carte des années 1500 réalisée par l'Anglais, John White, il y avait un morceau de papier recouvrant une zone spécifique. Sous ce patch, caché pendant des siècles, se trouvait un minuscule symbole qui ressemblait à une étoile. Chunk 9. Et cette marque, dessinée à l'encre invisible, était située exactement là où se trouve maintenant le site Axis. Cette seule étoile a été la première vraie piste en 400 ans. Sur le site X, ils ont commencé à creuser et la Terre a commencé à parler. Petit à petit, ils ont découvert des morceaux brisés de poterie anglaise. Certains datent des années 1580. Il y avait des essons de Surrey Hampshire Borderware, au moins 40 d'entre eux, qui étaient des articles ménagers typiques apportés d'Angleterre. Ils ont également trouvé des parties d'un pot balustre du nord du Devon, un ancien récipient de stockage utilisé dans toute l'Europe, et même des crochets de tente, qui étaient des outils en fer utilisés pour étirer le tissu ou les peaux. Ces articles n'appartenaient pas aux tribus amérindiennes locales. Ils étaient européens.
Et ils ne provenaient pas d'un seul pot ou bocal. Les archéologues ont pu dire qu'ils avaient tous fait partie d'au moins 6 ou 7 récipients différents. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement de restes aléatoires. Un petit groupe de colons anglais, très probablement des survivants de la colonie de Roanoke, y avait vécu pendant un certain temps et avaient apporté leurs affaires avec eux. Ce qui a rendu cela encore plus étonnant, c'est que le site correspondait au plan de secours exact que les colons avaient mentionné dans les années 1580. Ils avaient parlé de déménager à 80 km à l'intérieur des terres si les choses tournaient mal. Le site X était presque exactement à cette distance de l'île de Roanoke. On dirait qu'ils sont allés jusqu'au bout. L'archéologue Nick Lucetti a expliqué plus tard que les outils et la poterie n'étaient pas des signes d'une courte visite. Ce n'étaient pas des éclaireurs de passage. C'étaient des colons qui essayaient de construire une vie à l'intérieur des terres. Et le minuscule symbole de fort caché sur la carte de John White avait maintenant un sens. C'était un indice laissé par quelqu'un qui ne voulait probablement pas que des rivaux ou des ennemis sachent où allaient les survivants. Lorsque cette découverte à l'encre invisible a été révélée en 2012, les gros titres ont explosé. Un mystère vieux de 400 ans venait d'être percé. En suivant cette carte, ils ont commencé à creuser plus profondément sur le site X et ont même trouvé des signes d'une tranchée défensive ou d'un mur de terre. Peut-être même le fort même qui avait été marqué sur la carte. Pour une fois, la vieille expression X marque l'endroit semblait réellement vrai. Il y avait maintenant des preuves sérieuses que certains des colons n'avaient pas disparu, mais s'étaient déplacés vers l'intérieur des terres pour se mettre en sécurité et essayer de recommencer. Mais ils ne sont pas tous allés dans la même direction. De retour sur l'île d'Hatteras, également connue sous le nom de Croatoan, d'autres archéologues découvraient une facette différente de l'histoire. Chunk 10. Depuis la fin des années 1990 et plus intensément entre 2009 et 2015, ils ont fouillé des zones près de Bocton. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Des pièces d'une vieille platine de pistolet, d'une arme à feu à cliquet du 16e siècle, une bague sigillaire en argent avec un lion gravé dessus, une partie d'une épée d'escrime européenne, même Élisabeth et des articles vestimentaires comme des boucles et des embouts fantaisie pour les lacettes. Ce n'étaient pas des restes d'un naufrage. C'étaient des signes qu'au moins certains colons ou leurs enfants avaient vécu parmi les tribus locales d'Hatteras pendant de nombreuses années. En 2015, un artefact a raconté une histoire encore plus puissante. Il s'agissait d'un petit raccord en laiton du harnais d'un cheval, et dessus était gravée une rose Tudor, le symbole de l'Angleterre. Mais il a été trouvé non pas dans un fort ou une maison anglaise, mais dans un tas d'ordures amérindiens. Cette minuscule rose s'était en quelque sorte retrouvée enfouie au fond d'un dépotoir, peut-être échangée, offerte ou conservée comme souvenir. C'était un symbole silencieux de la façon dont deux mondes s'étaient touchés. À proximité, d'autres objets racontaient des histoires similaires. Il y avait des poignées de vieux coffres de mer anglais qui avaient été remodelés par des artisans indigènes en couteaux ou en outils. Les gens faisaient avec ce qu'ils avaient, mélangeant les compétences anglaises et indigènes. Les pipes à fumer trouvées sur le site ont ajouté encore plus de couches à l'histoire. Des douzaines d'entre elles, certaines fabriquées à la manière anglaise, d'autres clairement façonnées par des mains indigènes. Il semblait que des personnes des deux cultures avaient partagé des habitudes, partagé l'espace et partagé la vie. Puis, en 2023, une nouvelle surprise est venue de l'île de Roanoke elle-même, dans un endroit appelé Elizabeth Ann Gardens. Des archéologues creusant à proximité ont trouvé une boucle de fil de cuivre d'environ la taille d'une pièce de monnaie. Cela semblait simple au début, mais des tests métallurgiques en 2024 ont confirmé qu'il s'agissait de cuivre étiré, quelque chose que les Algonquiens locaux n'avaient pas les outils pour fabriquer. C'était européen.
Eric Klinghoffer de la First Colony Foundation a confirmé qu'il ne pouvait provenir que des expéditions anglaises de Raleigh, probablement données lors du premier contact en 1534 ou 1535. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un cadeau, peut-être de l'explorateur Barlow, peut-être offert à la femme d'un chef local en signe de remerciement après le célèbre festin de bienvenue. L'anneau de cuivre était resté enfoui intact sous un mètre de sable déposé par un ouragan dans les années 1760. Cela signifiait qu'il n'avait pas été déplacé depuis la fin des années 1500. Avec lui, ils ont trouvé plus de signes d'un grand village alankien. Il y avait des pots cassés, des traces de vieux feux de cuisine et des marques où des poteaux en bois se tenaient autrefois dans le sol. Il semblait que le village avait autrefois abrité des guerriers d'élite et les colons anglais avaient vécu parmi eux pendant un certain temps. Ces découvertes de 2023 et 2024 ont rendu plus clair que jamais que la colonie de Roanoke n'a pas simplement disparu. Chunk, 11. Les colons ne sont pas tous morts au même endroit. Ils ont déménagé, ils se sont séparés. Certains ont suivi Monteo jusqu'à l'île d'Hatteras. D'autres sont probablement allés à l'intérieur des terres jusqu'au site X. Ils ont rejoint les tribus indigènes, construit de nouveaux abris et se sont lentement fondus dans la vie locale, emportant avec eux leurs outils, leurs coutumes et leurs histoires. La même année, des archéologues sont retournés à Hatteras et ont commencé à travailler sur un nouvel emplacement appelé le site Owen, à environ 16 km du site X. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués. Le site I avait encore plus de poteries européennes que le site X. Ils ont découvert 8 types différents de céramique, y compris des jarres d'olives espagnoles et plus de borderware. Cela signifiait qu'un groupe plus important de colons aurait pu aller vers le sud jusqu'au site Isla, peut-être dirigé par quelqu'un comme George Howe, tandis qu'un plus petit groupe est allé à l'intérieur des terres. Ces indices ont fortement rejeté l'ancienne idée que tous les habitants de Roanoke étaient morts ou avaient disparu sur l'île elle-même. La nouvelle image était beaucoup plus humaine et beaucoup plus pleine d'espoir. Les colons s'étaient divisés en petites bandes. Ils avaient trouvé de nouveaux foyers et emporté ce qu'ils pouvaient. Au fil du temps, leurs biens anglais ont été épuisés, échangés ou remodelés par les personnes avec lesquelles ils vivaient. La colonie n'était pas perdue. Elle avait simplement déménagé et s'était dispersée. Pourtant, tous les experts ne sont pas encore convaincus. En 2025, l'archéologue Dr. Charles Huan de l'East Carolina University a exprimé quelques doutes. Il a admis que les artefacts métalliques et la poterie étaient convaincants, en particulier l'écaille de marteau en fer, qui montrait des signes de ferronnerie, mais il voulait des preuves encore plus claires. Selon ses propres mots, « J'aimerais voir un foyer si nous parlons d'activité de forgeage ». Il n'était pas convaincu que le métal réutilisé à lui seul prouvait que les colons vivaient et travaillaient là à long terme. Les flocons auraient pu provenir de matériaux récupérés, a-t-il dit. Il ne niait pas la possibilité. Il voulait juste plus de contexte. Tout ce que nous avons trouvé pointe vers une vérité inoubliable. Les colons de Roanoke ne se sont pas volatilisés. Ils ont survécu. Chunk, 12. Ils ne se sont pas simplement estompés. Ils se sont fondus dans le monde indigène qui les entourait. Et ils ont continué à vivre, au moins pendant une génération ou deux. Les indices les plus puissants proviennent de l'île d'Hatteras. Lorsque les archéologues ont commencé à creuser là-bas, ils ont trouvé quelque chose d'incroyable. Des douzaines de vieilles pipes à tabac étaient enfouies dans le sol. Mais pas n'importe quelle pipe. Certaines étaient fabriquées à la manière anglaise, sculptées dans de l'argile blanche, et d'autres étaient clairement croatants, façonnées à partir de matériaux locaux. Mais voici où ça devient étrange. Certaines pièces de pipe ressemblaient à un mélange des deux cultures. Des formes anglaises avec des motifs indigènes sculptés dessus. Ce genre de mélange ne se produit pas à moins que les gens ne soient assis ensemble, fumant ensemble, vivant ensemble. Le tabac n'était pas qu'une habitude occasionnelle pour les tribus locales. C'était sacré. Cela faisait partie de la cérémonie,
de la création de liens, et les Anglais, en particulier le groupe de John White, l'avaient profondément adopté. Ils ont même contribué à rendre le tabac populaire en Angleterre. Ainsi, lorsque des pipes anglaises et croatans apparaissent au même endroit, cela raconte une histoire silencieuse mais puissante. Cela signifie que ces personnes se sont assises ensemble autour de feu, ont passé la pipe et partagé des histoires. Ce n'étaient pas des ennemis. Ils sont devenus une famille. Et l'idée du mariage mixte n'est pas qu'une spéculation. C'est presque certainement arrivé. Il y avait très peu de femmes anglaises, mais beaucoup d'hommes. Il est logique que les hommes se soient mariés dans des familles croatans et soient restés. Plus tard, des histoires orales indigènes transmises de tribu en tribu parlaient d'enfants à la peau claire, de personnes aux yeux clairs et aux cheveux plus clairs. Ils se souvenaient d'hommes blancs qui avaient été accueillis et dont les lignées se sont perpétuées. Et puis, il y a eu quelque chose d'encore plus frappant. En 1601, l'explorateur John Lawson a visité la région et a rencontré les anciens d'Hatteris. Ils lui ont dit que leurs grands-pères étaient blancs. Ce n'est pas qu'une rumeur. Chunk. 13. C'est un souvenir transmis directement de l'époque de la colonie perdue. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans les années 1800, un groupe de personnes connues sous le nom de Lumbee ont été enregistrés dans des récits historiques. Beaucoup pensent qu'ils descendent de la tribu croatane. Et parmi ces Lumbee, il y avait des familles avec des noms comme Barry, Taylor et Jones. Ce n'étaient pas que des noms aléatoires. Lorsque vous revenez à la liste des colons de 1587, vous trouvez des noms comme Pierce, Payne et Dare, le genre exact de noms de famille qui apparaissent dans les premiers arbres généalogiques de Lumbee. Les noms ont survécu, les lignées ont survécu et la culture, à la fois anglaise et indigène, a fusionné en quelque chose de nouveau. Il existe même une légende à propos d'un homme nommé Chef Weston, un chef local d'une tribu au sud. Certains pensent qu'il était autrefois un Anglais nommé Weston, qui est devenu chef après la dissolution de la colonie. Que ce détail exact soit vrai ou non, c'est une pièce de plus du puzzle. Cela montre que ce n'étaient pas seulement quelques survivants s'accrochant à la vie. C'étaient des familles entières, anglaises et indigènes, devenant un seul peuple. La colonie de Roanoke n'a pas disparu, elle s'est transformée.